Bonjour tout le monde. On vous remercie d'être ici présent pour cette rencontre avec l'artiste Leila Zeli. C'est une artiste avec qui on travaille dans le contexte du troisième cycle de la programmation frontière de l'agence Topo. On a déjà tenu plusieurs cycles d'exposition quand on pouvait faire des expositions, notamment autour de culture, langage, spiritualité au-delà des frontières, remix et réseau des frontières défiées et maintenant géopolitique des espaces variables. Et Leila Zeli suit le cycle entrepris avec Paolo Almario précédemment et qui suivra aussi le cycle géopolitique avec le photojournaliste Michel Huneau. Pour le moment, on va d'abord se consacrer à la rencontre avec Leila Zeli. Je vous avise que cette rencontre est enregistrée et à des fins de documentation ou d'archivage ou etc., ne sera pas diffusée. Ce n'est pas prévu, en tout cas, qu'elle soit diffusée. Alors, on présente Leila Zeli, qui ça fait plaisir de lui laisser la parole. Alors, Leila Zeli est une artiste iranienne d'origine, née à Téhéran et qui explore beaucoup à travers son travail cette multiplicité ces différentes identités de culture, de relations, la position de la femme aussi à travers la culture iranienne, sa culture d'adoption aussi ici au Canada, comment ces valeurs-là sont transmises, comment ces valeurs-là sont adaptées. Il y a des enjeux qui sont portés par la résistance. Alors, évidemment, Leila sera la meilleure personne pour en parler. Elle a plusieurs projets en cours qu'on est curieux de connaître. Alors, sans plus tarder, je laisserai la parole à Leila Zeli. Merci beaucoup, Michel. D'abord, bonjour. Je voudrais remercier de tout cœur l'équipe de Topo de présenter le projet au jour le jour. Ce corpus vidéo fait partie de mes 2 années de recherche-création à l'UQAM, où j'ai fait une maîtrise en art visuel et médiatique sous la direction de la brillante Anne-Marie Minax, historienne de l'art et professeure à l'UQAM. Une partie des vidéos présentées pour l'œuvre au jour le jour faisait partie de mon exposition de la fin de maîtrise intitulée Terrain de jeu, présentée à la Galerie de l'UQAM en hiver 2019. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous montre une courte documentation de cette installation faite par la Galerie de l'UQAM pour ensuite mieux expliquer le travail qu'on a fait ensemble avec l'équipe de Topo. Alors, je vous partage mon écran. C'est vraiment 2 minutes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok, je vais le fermer. Voilà.
Comme vous avez vu, j'avais caché certaines des vidéos derrière le mur. On avait accès à une partie de chaque bande de vidéos par un petit trou sur le mur. Ces courtes vidéos représentaient de micro-scènes quotidiennes dans les zones de conflit en Syrie, mais aussi dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Ces moments ont habituellement un rôle de remplissage dans les reportages que j'ai trouvés en ligne. On y voit par exemple un néon clignotant, une plante à fleurs à côté d'un bâtiment en ruine, une main qui prend soin des fleurs, une femme qui regarde à travers du meurtrière. Il s'agit vraiment de tout petits moments entre 2 et 4 secondes que j'ai mis en boucle pour que le vide prenne de l'importance, pour que ces secondes durent et amènent l'attention sur ces moments de vie et à les questionner. On est d'accord que si on voyait plus de représentations de la vie que de la mort et des explosions dans les zones de conflit, on ferait peut-être quelque chose où ça changerait notre rapport à ces gens, en sachant que là-bas, la vie existe aussi et que ces gens, comme tout le monde sur Terre, ont une vie quotidienne faite de rêves, d'ennui, d'espoir, de rire. Alors, oui, je vous parle de cette exposition à la Galerie de l'UQAM. C'est sûr que là-bas, à cause que les vidéos étaient derrière le mur, on ne voyait pas ces images au complet. Ce qui faisait référence au fait que l'autre et sa situation de vie ne pourra jamais être réduit à un seul cadre, une seule image et une seule explication. Et que chacun de nous regarde et comprendre les images par rapport à sa propre position, ses expériences de vie, ses connaissances, ses préjugés. Justement, pour vous donner un exemple sur le fait qu'on est conditionné par les images et les cadres autour de nous, il y avait des gens à l'exposition qui étaient réticents à regarder dans les trous en imaginant que les images sur la guerre seraient forcément très dures à regarder. Ce que je comprends très bien. J'aurais probablement réagi pareil. Mais là, on arrive au projet au jour le jour, présenté en ligne par Topo. Merci à Maxime de nous montrer le site. Je vais en parler avec lui de ce qu'on a fait ensemble. Ce ne sera pas bien long. Je vais la mettre en plein écran. Et on va faire ça comme ça. Voilà. Oui, oui, je le vois et peut-être que je vais juste dire que ce projet est une reprise de certaines de ces vidéos, mais seulement celles qui ont été captées en Syrie et pas au camp des réfugiés. Mais alors, on pourrait peut-être aller voir comment ça a été fait. Ouais, en fait, je vais juste le redémarrer avec le son. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK. Alors, on va démarrer avec la vidéo qui commence ici. Voilà. On pourrait peut-être un peu regarder la vidéo et après...
En fait, vous m'entendez bien si je parle de côté ou ça se mieux? Ça rentre un peu, mais Enregistrement moi, je peux enlever ça. simultané. Oui. C'est ça, ça nous garde vraiment. C'est comme, ça crée vraiment une expérience leçon. Mais comme vous voyez, ces extraits filent un après l'autre et créent un univers où souvent plaisir et destruction cohabitent. Notre imagination nous amène au moment vraiment vécu par des individus dans les zones de conflit en Syrie de 2011 à aujourd'hui, où on célèbre la 10e année de la guerre. Il y a aussi certains moments, à certains moments de petites phrases dans cette sélection de vidéos qui créent un contexte témoignant leur espoir et leur résilience. Les deux thèmes d'ailleurs qui m'intéressent et qui me touchent énormément. Le son hors champ en continu, qu'on entendait, que ce soit les cris de joie à la galerie de l'UQAM ou le son de la piscine dans cette œuvre-ci, sont, si je peux me permettre de le dire de cette façon, ce sont des sons universels qui sont pareils partout dans le monde, qu'on soit à l'Orient ou à l'Occident. Donc, en insérant ce genre de son dans ces images-là, j'essaie de créer un sentiment familier pour le spectateur et ainsi réduire la distance physique et émotive qu'on ressent envers l'autre venant d'ailleurs. Je veux dire, une fois que le son crée un sentiment familier, c'est difficile de se distancer après. En même temps, ce jeu entre le son et l'image crée un sentiment paradoxal pour mettre l'accent sur la complexité des expériences de vie et de ces représentations. Pour parler de notre choix formel, je laisse la parole à Maxime. Et je te remercie vraiment de tout cœur pour ce merveilleux travail que tu as fait. Oui, je me sens, c'est quoi, je suis sans mots. Voilà. Ben, merci Léla, ça fait plaisir. En fait, c'était tout un honneur de coproduire ce projet-là avec toi. En fait, je pense que dans le cadre de ce projet-là, c'était important de souligner quelque chose qu'en fait j'ai appris dans mon cours de programmation, puis c'était la méthode agile, en fait. Ça peut paraître un peu bizarre à dire, mais en fait, c'était important d'aborder ce projet-là d'une façon, ce qu'on dit en anglais, bottom-up. Donc, de partir d'un tout petit élément, puis après de construire par-dessus cet élément-là. Et c'était important aussi de ne pas trop se projeter, en fait, dans ce projet-là, parce qu'éventuellement, on a eu des discussions pour le projet. En fait, il y a eu plusieurs formes. Et puis, d'ailleurs, c'est ce que la méthode agile nous permet de faire, c'est de travailler avec ces formes-là. Mais il y a eu plusieurs formes parce qu'au moment de sortir le projet, il y a eu des incidents politiques. Et ça nous a forcé un peu à réorienter le projet, à retourner un peu le projet sur lui-même par rapport à ce qu'il y avait au départ. Et au niveau de la forme, donc, c'était important à ce que la forme respecte l'idée de l'artiste et à ce que la forme aussi fasse peut-être, en fait, à ce que la forme communique elle-même le concept. Donc, au départ, on avait quelques images qui faisaient peut-être un peu plus référence à la guerre, justement.
Et on a retourné un peu le sujet sur lui-même pour ne montrer que des scènes qui ne faisaient plus non plus référence à la guerre, mais à la vie, comme tu le disais plus tôt, Léla. Oui. Et donc, ça, c'est des choix qui ont été conscients au niveau de la production. On en a discuté plusieurs fois, Léla et moi. Et puis ensuite, on a fait un petit clin d'œil aussi avec le déroulement vers la gauche. Donc, pour apporter un peu la culture arabe Oui. dans l'œuvre elle-même, on est souvent habitué à voir les œuvres qui se déroulent vers la droite ou bien vers de haut en bas. Mais comme le sens d'écriture arabe va de droite à gauche, eh bien, on a aussi fait le choix conscient de faire un déroulement qui allait vers la gauche. Et aussi parce que quand on va vers la gauche, c'est toujours le sens d'une façon western, comme on dit, là, Oui. occidentale. C'est toujours le sens, en fait, de gauche à droite, c'est le sens où on s'attend à ce que les choses se déroulent. Et quand ça va de droite à gauche, eh bien, c'est toujours une surprise. Donc, en fait, en allant de droite à gauche, on renverse aussi les attentes, finalement. Tout à fait, Et tout à ben, fait. c'est là que la forme vient vraiment euh, parler avec le fond, finalement, avec le contenu. Oui. Donc, ça, c'était très important. Et donc, la méthode agile est importante pour ça aussi. Donc, c'était de ne pas trop se projeter. Et ensuite, ben, c'est sûr qu'il fallait qu'on soit prêt à faire des concessions. Parce que veut pas, quand on se lance dans un projet comme ça et qu'on doit mettre une halte, c'est un projet qu'on a dû quand même mettre un peu sur la glace, ça nous a forcé aussi à carrément retirer des éléments. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut être prêt à faire aussi dans des projets, surtout des projets web comme ça, où parfois c'est soit à un niveau technique, mais parfois c'est à un niveau conceptuel aussi où ça ne fonctionne plus. Tout à Donc, fait. ben, c'est ça, c'est un petit peu ce que j'avais à dire, en fait, mais aussi comme quoi c'était vraiment important en tant que développeur web, de parler avec l'artiste puis de vraiment aller dans le sens de l'artiste aussi. Puis de ne pas essayer d'imposer les façons de faire non plus. Non, merci vraiment, merci de tout cœur de votre flexibilité, d'ouverture. Ça fut un bonheur vraiment de travailler sur ce projet ensemble. Mais aussi, si tu me permets, en parlant de la forme, on en a parlé justement, même si cette forme de lecture de droite à gauche est inhabituelle, évidemment ici, les mouvements des images nous font penser aux GIFs animés qu'on a l'habitude de voir sur Internet justement, mais évidemment pas avec ce genre de contenu. Donc ici aussi, il y a ce jeu entre ce qui est familier ou ce qui nous est loin, hors de vue, étranger. Je pense que c'est, ouais, au niveau formel, la réadaptation de ce projet sur le web, ça ajoute vraiment. Parfois, on voit dans les projets, ça ne marche moins quand tu veux apporter une installation physique et donner une forme numérique à ça enlève beaucoup. Mais là, je pense que ça ajoute même un certain niveau. En tout cas, grand merci. Et sur ça, je me suis dit, peut-être que je vais vous montrer un peu de ma démarche. Et bah, oui, comme Michel le disait, je suis née à Téhéran en 81. C'était 2 ans après la révolution islamique et 1 an après le déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Je viens d'une famille libérale et non religieuse. C'est important que j'en parle parce que vous allez voir ou vous savez déjà que ça affecte tout ce que je fais. Et voilà, j'ai fait mes études en art en Iran. J'ai fait un bac et une maîtrise en art visuel et médiatique à l'UQAM. Donc, j'ai un bagage de 2 mondes qui me donne une identité hybride et un regard flexible, je l'espère. Dans ma pratique artistique, je fais des installations numériques in situ, ce qui veut dire par rapport à la forme architecturale
de l'endroit où je présente mon travail, qui est souvent fait à partir d'images, vidéos, textes trouvés sur Internet et les réseaux sociaux. Je m'intéresse à l'actualité, comme vous voyez, et ce qui se passe dans le monde, surtout dans cette zone pour les femmes politiques appelées le Moyen-Orient. Les sujets qui m'intéressent sont vraiment proches de mon cœur. Mes choix s'arrêtent sur les documents visuels qui ont la capacité de me toucher d'abord. Je les choisis presque spontanément en raison de la force de ce qu'ils racontent, mais aussi le fait qu'il les relie à mes propres expériences et à mes connaissances sur le sujet. C'est sûr qu'à travers mes installations, je questionne le cadre de l'image, mais ce qui est vraiment peut-être même plus important que le cadre de l'image, c'est aussi les cadres mentaux issus de nos préjugés, expériences de vie, connaissances, pour arriver à voir comment l'autre est perçu, construit et représenté à travers l'histoire et les cadres qui les représentent. Quoi d'autre je pourrais vous dire? Je questionne en même temps les situations dans lesquelles ces gens s'y trouvent. Je veux comprendre comment on est arrivé là historiquement et politiquement. Justement, comme je vous ai dit, une des questions vraiment importantes qui se trouve dans mon travail d'une manière directe ou indirecte, et sur la relation entre la religion et la guerre. Vu que je suis née pendant la guerre et que j'ai vécu la religion instrumentalisée, imposée dans la sphère sociale en Iran, ce questionnement reste vraiment au cœur de ma pratique artistique. J'ai d'ailleurs eu la chance d'exposer une œuvre sur cette question intitulée Les paysages sacrés à la galerie Pierre-François Ouellette cet été. Je le remercie. Et aussi, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a souvent une ambiguïté qui est présente dans mes propositions. Ça crée des sentiments un peu paradoxal entre émerveillement, tristesse, curiosité, réserve, douceur et dureté, en donnant au spectateur le choix de son interprétation. En vivant sous un régime islamiste qui oblige les gens à regarder ou ne pas regarder de telle ou telle façon, et en infligeant la censure évidemment, et en absence de liberté d'expression, je ne forcerai quelconque interprétation ou vision de ce que je fais dans ma pratique artistique. Alors, j'espère que ça reste vraiment ouvert, même si évidemment il y a déjà comme une volonté à montrer d'une autre façon comment les gens venant du Moyen-Orient sont perçus, mais à part ça, la question reste vraiment ouverte. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'il y a aussi cet angle poétique qui rentre dans l'aspect politique de mon travail. Si on met de côté la nature poétique et métaphorique de la culture iranienne, qui fait aussi partie de qui je suis, cette dimension poétique est un choix vraiment très conscient. Je vous cite une partie de mon mémoire. Le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik insiste sur l'importance de ce caractère poétique qui produit de la distance, du plaisir et ainsi une prise indirecte lorsqu'il s'agit de traiter de sujets difficiles à observer émotivement.
il donne l'exemple du journal d'Anne Frank, qui a été très bien accueilli après la guerre et aujourd'hui encore, alors que, par exemple, les témoignages directs n'ont pas été entendus. Ils étaient insupportables parce qu'ils ne faisaient ni rire ni pleurer. C'était de l'horreur seulement. Donc, je trouve important de parler des sujets difficiles d'une manière indirecte pour que la réception soit, se fasse peut-être d'une manière plus douce. Présentement, et depuis une résidence que j'ai faite en 2019 au Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a une volonté assez profonde chez moi de regarder et travailler de près ce qui se passe en Iran. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que je vis à Montréal. Cela, que je veuille ou non créer une distance entre moi et ce pays où j'ai vécu 22 ans. Elle est une bonne distance, comme dirait Georges Didier Berman, le philosophe que j'admire beaucoup. Si vous lisez mon mémoire, vous allez voir, j'ai beaucoup cité, je l'ai beaucoup cité. Mais il parle d'une bonne distance, vu qu'elle c'est comme moi, je parle d'une bonne distance en le citant. Pourquoi? Vu qu'elle me met dans une position ni trop loin, ni trop proche. Elle me permet de regarder seulement ce qui se passe de loin et ne pas le vivre directement. Même si dans certains cas, c'est trop difficile de ne pas être affecté, je vous avoue. Mais parfois, je suis affectée vraiment d'une super belle manière. Là, je voudrais vous parler, si on a du temps, oui, je pense qu'on a encore du temps. Je vais vous parler de mon projet récent intitulé « Pourquoi devrais-je m'arrêter ?», qui est un hommage à la résilience et la force des femmes et des filles iraniennes qui font le sport national et antique de l'Iran, traditionnellement réservé aux hommes, et qui leur avait été interdit dans l'espace public et surtout les lieux consacrés à ce sport. Cette œuvre avait été créée spécifiquement pour l'exposition virtuelle intitulée Quelque part autrement, commissariée par Ariane de Blois dans le cadre du projet Quadrature à la Galerie de l'UQAM en 2020. D'ailleurs, vous pouvez aller, le site est encore là et accessible, mais elle est aussi présentée pour la première fois dans un lieu physique en Place Bibliac. Je remercie d'ailleurs le directeur des rencontres de la photographie en Gaspésie, M. Goulet, et son équipe qui ont fait un travail formidable. Moi, je reste toujours impressionnée de voir les gens qui sont capables de faire des installations sans que même l'artiste soit conscient de ce qu'elle voudrait voir ou avoir. Alors, moi, je suis allée en Gaspésie il y a une semaine et j'ai été agréablement surprise par le résultat. Mais je vous montre un extrait de vidéo qui se trouve sur le site de la Galerie de l'UQAM. Alors, je partage encore mon écran. La vidéo dure à peu près 7 minutes, mais on va regarder comme juste quelques minutes.
Je vais fermer ça. Et voilà. Il s'agit de 2 vidéos. La vidéo principale présente des extraits des vidéos que j'ai trouvées sur un compte Instagram dédié à cette cause. Ces femmes et ces filles se filment en faisant les mouvements de ce sport et diffusent les vidéos sur les réseaux sociaux en réclamant leur droit de pratiquer ce sport. C'est incroyable que ça soit nommé le sport national de l'Iran et que le droit des femmes ne soit pas que le droit des femmes ne soit pas pris en considération. Et dans une autre vidéo, on me voit marcher en rond en pantalon traditionnel qui appartient à mon père, pieds nus dans un petit espace que j'ai trouvé dans un bois à côté de chez nous et qui a une forme hexagonale semblable à la forme des lieux consacrés à ce sport qui s'appelle Zohrane. Pendant l'exposition à la Galerie de l'UQAM, j'ai partagé sur mon compte Instagram, je vous montrais comme quelques extraits de la documentation de mon apprentissage de ce sport qui est vraiment difficile à faire, qui avait été enseigné par mon père. Alors, oui, je vais vous montrer quelques petits extraits. Je vais juste partager encore mon écran. C'est important que je vous dise qu'il y a des pères et des maris qui sont vraiment supportifs. Quand vous voyez, les sous sont vraiment très gros, évidemment, on pourrait les adapter à sa taille. Ici, on voit ma mère qui est en train d'ajuster le pantalon parce qu'ils sont à mon père. Et voilà ici, lui. De le soulever de mes épaules. با این میرا اون حرکتی شما میخوای انجام بدی رو نمیتونی انجام بدی چون سنگینه ولی خب همین که فرمش میده نگرش میداری عالیه. Mais pour moi, c'était vraiment important de partager ces vidéos et de reprendre vraiment la forme qu'elles donnent à leur résistance en montrant vraiment ma solidarité avec elles de cette manière. Voilà. Et je mets peut-être un lien dans le chat pour que les gens, parce qu'il y a un documentaire super important et super intéressant qui avait été fait par Voice News. Et l'admin de cette page Instagram qui partage ces vidéos-là. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sport et ce mouvement-là, mais je dois quand même vous dire que ce mouvement fait partie des autres mouvements des femmes en Iran. C'est sûr que dans ce cas, c'est un petit groupe de femmes, mais il y a aussi des mouvements dans lesquels on voit vraiment plusieurs femmes qui retirent leur hijab obligatoire dans les rues en Iran en se filmant et en partageant sur Instagram. Elles démontrent leur courage et leur résistance et leur résilience. Elles sont vraiment des exemples à suivre. Je m'inspire de leur courage et leur force pour être plus courageuse et plus forte à mon tour. J'espère y arriver. Voilà, merci de votre écoute. Là,
Si vous avez des questions, je serais vraiment heureuse de répondre. Bonjour Léla, merci beaucoup Bonjour. de ta participation, de ces explications vraiment très réfléchies et extrêmement bien articulées. Merci. En fait, c'est important, effectivement, à travers, parce que c'est important de partager, d'expliquer le projet web, pas le projet web, mais le projet d'installation à l'Université du Québec, Oui. parce que c'est aussi à partir de ça qu'on a établi les bases du projet qu'on allait adapter à l'Internet. Et l'idée d'avoir la consultation des projets par fragments, c'est ce qu'on a souhaité recréer à l'Internet. Oui. Alors, là aussi, là, évidemment, on a discuté beaucoup du changement des fragments vidéo qui allaient être diffusés parce que, justement, les références à la guerre étaient trop directes et c'est arrivé en même temps que une résurgence de bombardements en Israël, et alors que le projet ne porte pas sur le conflit en Israël. Donc, on ne pouvait pas avoir cette concordance aussi immédiate Oui. entre ton projet et un conflit trop visible, en fait, pas trop visible, mais visible, Oui. présent, et par rapport à la réalité qui est celle de témoigner des scènes de vie dans des zones de guerre, qui sont des scènes de vie de la vie courante. Oui. Et donc, il y a eu un travail de discussion qui a été évoqué à la fois par toi et par Maxime autour de la sélection des images qui allait être proposée dans le segment web qu'on a quand même, on a quand même réfléchi ici à Topo à comment on allait le rendre. Oui. Oui, la référence de droite à gauche plutôt que de gauche à droite fait évidemment référence à l'écriture arabe. Donc, on lit les trucs dans un autre sens. Donc, on a joué aussi avec ces paramètres-là et c'est un peu le travail d'adaptation web qu'on a tenté de faire avec tous les projets du cycle géopolitique, espace variable de Topo, qui est dans un contexte de pandémie. Donc, c'est très particulier comme voie de diffusion, mais on est très heureux de contribuer parce que l'espace du web est un espace, entre guillemets, permanent. Oui. Bon, permanent jusqu'à nouvel ordre. Euh, mais qui donne une pérennité et qui ajoute une réalisation disponible au travail, à la carrière de l'artiste, dans la démarche de l'artiste. Donc, c'est comme une addition. Oui. Alors, on est très content de ça et on est très fiers aussi des autres projets qui ont été produits dans le contexte du cycle géopolitique de Topo avec les autres projets que vous pouvez aller consulter sur le site web et dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais l'important, c'est pour que la vie prenne de l'importance, c'est pour que les scènes de vie prennent de l'importance davantage que les scènes de guerre, c'est quand même un message d'espoir. Et tu parles aussi d'espoir de vie, d'espoir de rire, et c'est aussi de réticence devant les images de la guerre. Donc, on a droit aussi de montrer d'autres choses. Alors, je mentionnerais aussi, en fait, là, on touche aussi ensuite, en fait, avec cette notion-là que tu as évoquée de l'identité hybride, à la fois comme à moitié, oui, avec les références, une jeunesse, jeunesse 22 ans en Iran et 17 ans au Canada, au Québec, Montréal.
Oui, cette notion-là d'identité hybride est une notion extrêmement fréquente à l'ordre du jour et Oui. commune à un très grand nombre de communautés aujourd'hui. Et comment on aborde cette identité hybride, c'est une question sans fin Oui. qui se renouvelle constamment. J'aime aussi beaucoup la question de la sphère sociale avec l'Iran. L'Iran qui est un grand pays qui a généré un grand nombre à la fois de propositions artistiques alternatives et un grand nombre de réflexions intellectuelles propres. Oui. Mais c'est un territoire qui a généré beaucoup de productions artistiques divergentes, on va dire comme ça, dont la tienne. Alors, c'est intéressant que tu réfères à la sphère sociale de l'Iran. Et voilà. Alors, Merci. Je voulais justement ajouter à ce point, j'en ai parlé que oui, j'ai un bagage qui vient de deux mondes. Il faudrait vraiment pas oublier ce côté iranien aussi qui fait partie, qui crée l'esthétique un peu de mon travail ou l'approche de mon travail. Alors, je suis vraiment heureuse que vous en parlez. Vous en parlez, je m'excuse. Aussi, je voulais ajouter que oui, l'Iran est un pays avec 7000 ans d'histoire et malheureusement, ces 42 dernières années qui ont été prises en considération ou qu'on connaît l'Iran avec ces 42 dernières années après la révolution islamique. Alors oui, il y a tellement de poètes, tellement d'artistes, tellement d'intellectuels qui malheureusement n'ont pas la liberté d'exercer en Iran, mais que moi, en tant qu'une artiste, une jeune artiste qui a la chance ici de parler des choses qui importent, c'est un plaisir de me donner cette liberté-là, de vraiment parler des choses de cette façon aussi libre. Et merci de me donner cette occasion. Oui, c'est vraiment précieux. Comme vous pouvez imaginer, j'ai le réflexe de d'abord me demander si le sujet va être pris trop comme si ça va créer quand même une malaise pour, par exemple, la galerie qui présente le travail ou pour les gens qui viennent le voir. C'est vraiment les réflexes qui m'ont resté depuis mes expériences en Iran. Alors ici, c'est comme je me sens vraiment comme un oiseau libre. Oui. C'est sûr qu'on ne sait pas à quel point on va pouvoir rejoindre la communauté libanaise, pas libanaise, mais iranienne de là-bas. Mais il y a une communauté iranienne ici de longue date à Montréal. Oui. Alors, on ne sait pas, on a quand même quelques figures politiques bien connues qui sont originaires Oui, d'Iran. bien sûr. Ça, je ne les nommerai pas, là. On ne veut pas comme, faire de la publicité pour les élections. Oui, mais là, c'est hors élection. Mais aussi, mais par rapport au projet récent, il y a aussi une notion qui est vraiment intéressante, cette idée-là, parce que là, Leïla, tu as utilisé des vidéos trouvées pour illustrer aussi un propos. Mais là, avec le nouveau travail, c'est une mise en scène de toi-même. Aussi avec, puis là tu as montré aussi ton père qui te montre le sport traditionnel. Oui. Il y a quand même là, il y a un déplacement. Plutôt que de l'image trouvée, là, c'est générer de l'image propre à partir d'une pratique nouvelle, mais qui reste en étroite concordance avec le travail artistique développé dans les projets antérieurs. Oui.
Tout à fait, parce que avant que je me penche plus sur la question de l'Iran, vu que j'ai pas eu l'expérience de vivre dans un camp de réfugiés ou que j'ai vécu la guerre à ma manière, mais pas de cette manière qu'on voit sur les vidéos que j'ai présentées dans le projet. C'est pour la première fois que je me mets en scène, justement parce qu'il s'agit d'un sujet qui touche l'Iran. Et voilà, je pensais que ça devrait, que je devrais être là aussi en tant que témoin ou en tant que quelqu'un qui a eu aussi ce genre d'expérience d'être enseigné par un père qui, depuis l'enfance, ah, j'ai oublié de vous montrer quelques photos de moi, enfant, est-ce que vous voulez voir? Parce que c'est vraiment important de me savoir avec Ah non, mais vas-y. Ben mon oui. propos, Et c'est vraiment ensuite, on va ouvrir à la période de questions. parfait. Je vais juste pour que vous voyez d'où vient ce que je suis en train de vous dire. Je suis contente de me rappeler. Voilà. Oui, la petite que vous voyez, c'est moi dans le cours de dans le cours de karaté de mon père. Ici aussi, oui, je suis vraiment née dans son cours de karaté. Il a voulu que je devienne un karatéka. J'ai aussi un ceinture noire, mais je n'ai pas continué malheureusement. Mais je pense que l'esprit d'un karatéka me restait. Voilà. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on a des questions? Moi, je me tais. Oui, vas-y, Eva. Alors, Ah non, pardon, c'est pas une main levée, c'est des applaudissements. Moi, c'est gentil, merci. On a j'ai- deux Ah, vas-y, commentaires dans Michel. la discussion. Ah oui, ben, il y avait Eva Quintas qui disait que la Perse magnifique. Merci, oui. Et puis, l'autre commentaire, c'est le lien YouTube vers l'extrait sur c'est Women are breaking into the sport after 2000 years sur le sport. C'est quoi le nom du sport, Leila? C'est ورزش باستانی. Super. Est-ce que tu peux. Ou le sport antique. Ah, bah ouais, si on écrit le Oui. sport, on part de ce moment-là. Et puis, mais moi, j'avais une question aussi pour toi, Leila. Après nos expériences justement avec le web, est-ce que ça t'a donné des idées pour investir le web comme territoire aussi euh, pour aller te sourcer dans les images finalement qui circulent aussi sur le web, Oui. mais plus à un niveau réseaux sociaux. Donc, Mhm. vraiment qui viennent littéralement des gens et non des documentaires. Oui. Est-ce que ça t'a amené sur des pistes comme ça quand on a exploré justement ces idées-là? Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que la forme numérique du travail qu'on a fait ensemble, mais aussi les sujets que je trouve sur Internet, ça va comme ensemble. Alors, oui, ça m'intéresse beaucoup d'aller. Récemment, j'ai essayé de trouver des mots-clics qui sont importants pour les Iraniens et avec lesquels ils essayent de communiquer parce que c'est sûr que c'est pas tous les réseaux sociaux qui sont ouverts à eux. Il y a des filtres. Tu devrais avoir un code pour pouvoir le briser, ce filtre et rentrer. Alors, plus Instagram qui est devenu vraiment leur outil de liberté. De cette façon, oui, ils partagent. J'espère de tout cœur avoir la chance de travailler parce que présentement, je suis très, comment je veux dire, très occupée avec une animation que je suis en train de faire avec une artiste israélienne à Berlin. Mais après cette animation-là, c'est sûr que je vais me pencher plus sur les images qui viennent justement du web. Oui. Super, merci.
Merci pour ta belle question, comme toujours. Moi, j'ai une question aussi au sujet de mais comment s'articule la collaboration internationale? Justement, comme là, tu mentionnes, tu travailles avec une artiste, aux identités multiples, c'est l'Allemagne, Israël, tout ça. Euh, comment est-ce que c'est le nouveau territoire de collaboration artistique? Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que cette animation-là a été faite entièrement d'une manière virtuelle. Parce qu'elle voulait venir ici à Montréal, mais ça fait seulement 5 jours ou une semaine que les frontières sont ouvertes. Alors, on s'est dit, OK, on a cette volonté de travailler ensemble, mais la pandémie ne nous le permet pas. Mais on ne peut pas s'arrêter à cause de la pandémie non plus. Alors, on a décidé de juste s'adapter et d'utiliser le mieux possible. Ce qui est vraiment, je pense que même on était plus chanceuse de travailler de cette façon virtuelle que si on était dans un lieu physique ensemble. Parce que justement, on a pu penser à d'autres formes de création. On s'est enregistré en parlant sur Skype, ce qui va être un très beau document pour peut-être, après ce travail d'animation, pour se pencher là-dessus. Alors, si on était ensemble et on se parlait, on n'a jamais ce réflexe de s'enregistrer quand tu es avec ton ami ou le collaborateur avec qui tu travailles. Alors oui, je pense que c'est... Et aussi, par rapport à ces femmes iraniennes, c'est pour la première fois que je communique avec les gens sur lesquels ou avec lesquels je travaillais parce que je me suis dit, c'est important qu'elle sache qu'il y a quelqu'un, une artiste à Montréal qui est vraiment intéressée par leur cause et qui investit son temps, son énergie, ses questionnements à leur cause. Alors, je les contactais et je les ai contactés, je veux dire, surtout l'admin de cette page. Je lui ai dit que après avoir fait le projet, parce que je me suis dit, si je le fais avant, peut-être que nos discussions vont donner autre chose. Je ne voulais pas être trop, peut-être, trop affectée par ce que j'allais entendre ou peut-être qu'elle va juste dire non aussi. Alors, je me suis dit, je vais être juste une observatrice et après, je vais la contacter pour voir qu'est-ce qu'elle pense de ce projet. Et heureusement, vraiment, j'étais très chanceuse et je suis super heureuse qu'elle ait aimé le projet. Et elles attendaient justement que j'aille en Gaspésie voir la réaction des gens devant l'installation et de raconter à elles qu'est-ce que les gens pensent de ce qu'elles font, de leur courage. Voilà, c'est incroyable comment. Je pense que c'est vraiment devenu mon nouveau terrain de jeu, le web. Je vais continuer à jouer là-dedans. J'ai un autre sujet qui n'est pas celui du terrain de jeu du web, mais là, j'ai posé la question sur les relations de l'international. Oui. Mais il y a aussi on a quand même à Montréal une diaspora iranienne artistique. Oui. Est-ce que comment vous alimentez? Comment s'alimente cette communauté? Est-ce que vous en faites partie? C'est sûr que, comment pourrais-je dire? Moi, j'habite pas à Montréal. Alors, c'est sûr que j'habite à Pierrefonds. Alors, la distance fait que je ne vois pas nécessairement mes pères iraniennes. Elles sont vraiment, je dis elles parce que c'est plusieurs artistes iraniennes, femmes qui sont, oui, à Montréal. Ça, c'est une des raisons. Mais une autre raison, c'est que
Je pense que c'est en lien avec le sujet sur lequel je travaille. Vraiment, vu que moi, j'ai décidé de consacrer mon art à ce genre de sujet et de dire adieu à tout voyage possible en Iran parce que je me dis, je ne vais pas prendre de risque de rentrer en Iran en parlant de ce genre de projet, de ce genre de sujet. Mais à ce que je vois, vraiment, le travail de ces artistes reste quand même personnel, poétique. Ça ne touche pas vraiment ce genre de sujet sur lequel je travaille. Alors, oui, on a un peu de différence sur ça, mais sinon, j'apprécie énormément ce qu'elles font et oui, bah, je leur souhaite du plaisir, c'est ce qui est super important dans ce qu'elles font. Mais moi, le plaisir que j'ai, c'est d'avoir ce courage de parler de ce que je fais. Et sinon, ben, il y a un beau commentaire aussi dans le chat de Facebook pour continuer sur ce que tu viens de dire. Mais en fait, ce que ça dit, c'est Tamara Anna Cosé qui dit que c'est impressionnant et elle te dit félicitations pour l'ensemble de ton travail, mais aussi que c'est vraiment inspirant de t'entendre et bravo pour Langue politique. Et aussi comme quoi ça facilite l'accès à la culture qui est vraiment loin finalement de la civilisation occidentale puis de la mentalité occidentale. Donc, elle dit longue vie à ta pratique artistique. Non, c'est gentil, c'est vraiment le plus beau souhait. Je le prends dans mon cœur, merci. Et donc, sur ça, ben, je pense que ça faisait le tour des questions. Oui, on finit vraiment comme de la plus belle manière possible. Longue vie à ta Ben, pratique. c'est beau, effectivement. C'est un beau mot de la fin. En fait, le projet, c'est pas fini parce que le projet il est toujours en ligne. Le projet se poursuit sur le web. Le projet connaît une vie. Le projet va vivre pour un temps indéterminé. Alors, ben, on vous invite à aller consulter le site Internet et à contempler, à réfléchir finalement devant l'expérience. Et donc, Voilà, c'est possible d'accéder aux liens à partir des commentaires dans cette vidéo. voilà. Donc, Parce que c'est vraiment réfléchir à l'expérience et le voir et avoir une pensée pour les gens qui vivent des situations de guerre, mais qui continuent à vivre des moments, des petits instants de bonheur et des petits instants d'espoir qui marquent leur réalité. Voilà. Oui. Merci, Leïla. Merci à merci, vous. Léla. Merci, Maxime-Alexandre Gosselin, qui est le responsable technique à Topo et qui a aussi fait l'intégration web du site de Topo. Merci, Gabriel Forêt-Lachapelle aussi, qui est ici qui travaille beaucoup au développement des communications et à la gestion du contenu, des relations avec les artistes. Alors, nous formons cette petite équipe avec aussi deux nouvelles personnes en stage en art et création numérique de l'Université de Montréal, Gaëlle Issa et Roxane Michel. Alors, merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir assisté à cette présentation d'artistes. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci, Léla. Au revoir. Merci, au revoir.